Chapitre 25. Je me réveillai donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat, et quoique ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable. D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes. Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux maisons, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'est fait une nécessité. En notre qualité de fossiles, nous faisions fi de ces inutiles merveilles. La grotte formait une vaste salle. Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle. À une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes. D'abord, dit-il, je vais faire les calculs afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir au retour tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe, qui donnera le profit de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision? Oui, j'ai noté avec soin les angles et les pentes. Je suis sûr de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardai l'instrument et après un examen attentif, je répondis « Est car sud-est ». « Bien », fit le professeur, notant l'observation et établissant quelques calculs rapides. « J'en conclus que nous avons fait 85 lieues depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique ? Parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être. Et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan ? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison ? Sois tranquille, Axel, elles ne parviendront pas à l'ébranler. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le sud-est, à 85 lieues de la base de Sneffels, et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieues la profondeur atteinte. 16 lieues, m'écriai-je. Sans doute, mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. Je ne dis pas non. Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister. Devrait, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits suivants, leur habitude, viennent démentir les théories. Je suis forcé d'en convenir, mais enfin cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre ? 27 degrés 6 dixièmes. Il s'en manque donc de 1474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison. Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur. Donc, Humphrey Davy ne se trompait pas, donc je n'ai pas eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre ? Rien. À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon. Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je n'en ressentisse point les effets. J'aimais mieux admettre en vérité que cette cheminée d'un volcan, étant recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. Mais sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était. Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs, mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. Va, mon garçon, à ton aise. Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de 1583 lieues à peu près. 1583 lieues et un tiers. Mettons 1600 lieues un chiffre rond. Sur un voyage de 1600 lieues, nous en avons fait 12, comme tu dis. Et cela au prix de 85 lieues de diagonale ? Parfaitement. En 20 jours environ ? En 20 jours. Or, 16 lieues font le centième du rayon terrestre. À continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours ou près de 5 ans et demi à descendre. Le professeur ne répondit pas. Sans compter que si une verticale de 16 lieues s'achète par une horizontale de 80, cela fera 8000 lieues dans le sud-est et il y aura longtemps que nous seront sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre. « Au diable tes calculs » répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. « Au diable tes hypothèses. Sur quoi reposent-elles ?
Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but? D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent. Ce que je fais là, un autre l'a fait et où il a réussi, je réussirai à mon tour. Je l'espère, mais enfin, il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte. Je vis bien que le terrible professeur menaçant de reparaître sous la peau de l'oncle, et je me tiens pour averti. Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre. Qu'indique-t-il? Une pression considérable. Bien, tu vois qu'en descendant doucement, en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Aucunement sauf quelques douleurs d'oreille. Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage? Sans doute. Un sourd finirait par y entendre à merveille. Mais cette densité augmentera sans aucun doute? Oui, suivant une loi assez peu déterminée, il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons. Tu sais que c'est à la surface même de la Terre que son action se fait le plus vivement sentir, et qu'au centre du globe, les objets ne pèsent plus. Je le sais, mais dites-moi, cet air ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau? Sans doute, sous une pression de 710 atmosphères. Et plus bas? Plus bas, cette densité s'accroîtra encore. Comment descendrons-nous alors? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur. Il était évident cependant que l'air sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères finirait par passer à l'état solide, et alors, en admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter en dépit de tous les raisonnements du monde. Mais je ne fis pas valoir cet argument. Mon oncle m'aurait encore riposté son éternel saknussemm, précédent sans valeur, car en tenant tout pour avéré le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc Saknussemm avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe? Mais je gardai cette objection pour moi, et j'attendis les événements. Le reste de la journée se passa en calcul et en conversation. Je fus toujours de l'avis du professeur Lidenbrock, et j'enviais la parfaite indifférence de Hans, qui sans tant chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglement où le menait la destinée. Chapitre 26. Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire alors! J'en étais arrivé à faire de ces raisonnements à la Lidenbrock. Sérieusement, cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait 1,5 lieues à 2 lieues vers le centre. Descentes périlleuses pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible Islandais se dévouait avec un incompréhensible sans-façon, et grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau. Qui s'enferme entre 4 murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que des prisonniers cellulaires devenus imbéciles sinon fous par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les 2 semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieues, c'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieues de rocs, d'océans, de continents et de villes. Nous devions être alors à 200 lieues de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchais en avant. Mon oncle portait l'un des 2 appareils de Ruhmkorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, me retournant, je m'aperçus que j'étais seul.
Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite, ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas, je marchai pendant un quart d'heure, je regardais personne, j'appelais, point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençai à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dis-je à haute voix. Je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas de route. Or, j'étais en avant, retournons en arrière. Je remontai pendant une demi-heure, j'écoutais si quelque appel ne m'était pas adressé, et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtai. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, répétai-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. À moins que, ne me voyant pas et oubliant que je les dévançais, il n'ait eu la pensée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant ? Certes, Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensai-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe et qui ne serait cassé, mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours, et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima, et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle, lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit. Ainsi, cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une impulsion me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach, que l'on juge de ma stupéfaction. Je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Chapitre 27. Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendait mes sentiments. J'étais enterré vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol, que ce roc me sembla dessécher. Mais comment avais-je abandonné le cours de ruisseau ? Car enfin il n'était plus là. Je compris alors la raison de ce silence étrange, quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquai point cette absence du ruisseau. Il est évident qu'à ce moment une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le Hansbach obéissait aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers les profondeurs inconnues. Comment revenir ? Des traces, il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot, perdu. Oui, perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces 30 lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je puis y parvenir. Hambourg, la maison de Königstrasse. Ma pauvre Globen. Tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fredrickson, les Sneffels. Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie, qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et d'y joindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons? Oh, mon oncle, m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour.
Quand je me vis ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeais au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère, que je n'avais connus qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire. Je recourus à la prière. Quelque peu de droit que j'eusse d'être entendu de Dieu, auquel je m'adressais si tard, et je l'implorais avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour 3 jours de vivre, et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallut-il monter ou descendre ? Monter évidemment, monter toujours. Je devais arriver au point où j'avais abandonné la source à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet de Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt ? Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbach. Je me levai et m'appuyai sur mon bâton ferré. Je remontai la galerie. La pente en était assez roide. Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a pas le choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayai de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des anfractuosités. Mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit. Je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation. Elle était sans issue. Je me heurtai contre un mur impénétrable et je tombai sur le roc. De quelle épouvante, de quel désespoir je fus saisi alors, je ne saurais le dire. Je demeurai anéanti. Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Et chose étrange, il me vint à la pensée que si mon corps fossilisé se retrouvait un jour sa rencontre à 30 lieues dans les entrailles de la terre, soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletai. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière pâlissait et allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil. Une procession d'ombres mouvantes se déroula sur les parois assombries. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirai du regard, je concentrai sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qui leur fut donnée d'éprouver, et je demeurai plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa. Sur terre, au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile, mais si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot. Alors ma tête se perdit, je me relevai les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours courant à travers la croûte terrestre comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs. Tombant et en me relevant, ensanglanté, cherchant à boire de ce sang qui m'inondait le visage, et attendant toujours que quelque muraille vînt offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée ? Je l'ignorais toujours. Après plusieurs heures, sans doute, à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi, et je perdis tout sentiment d'existence.